La mort est une transaction financière comme une autre, pourvu que l'on sache sur quelle tête placer le curseur de la rentabilité. Le silence dans la chambre de Madame Éliane Beaumont est un silence clinique, saturé par l'odeur de l'éther et de la lavande fanée. Éliane est allongée sur son lit médicalisé au centre de la chambre principale de son appartement du 16e arrondissement. Le plafond est haut, orné de moulures dorées que le temps a rendues ternes, semblables à des dents de vieillard. La caméra est posée sur un trépied, immobile, face au lit. Elle capte le mouvement imperceptible de la poitrine d'Éliane sous le drap de coton blanc. Elle respire. C'est un fait technique. C'est aussi pour ses enfants un contretemps budgétaire. À l'autre bout de la pièce, près de la fenêtre qui donne sur l'avenue, se tiennent Julien et Béatrice, ses deux enfants. Julien ajuste les boutons de sa chemise en soie. Il regarde sa montre. C'est une montre qu'il n'a pas encore payée. Béatrice, elle, tapote sur l'écran de son téléphone. Le reflet de la lumière bleue illumine ses traits pentendus. Ils ne parlent pas à leur mère. Ils parlent de son dossier. Julien murmure que le délai de carence de l'assurance vie expire dans 3 jours. Il dit que si Éliane tient au-delà de vendredi, les primes seront renégociées et la part liquide du capital sera bloquée par un fonds de placement complexe. Il utilise le verbe tenir comme s'il s'agissait d'une performance sportive décevante. Éliane les entend. Ses yeux sont fermés, mais son esprit est d'une clarté totale, une clarté de diamant. Elle n'est pas dans le coma, comme le croit le médecin complaisant qu'ils ont payé pour rédiger des rapports alarmistes. Elle est dans un état de fatigue extrême, certes, mais elle écoute chaque syllabe. Elle entend Béatrice se plaindre du prix de l'infirmière de nuit. Béatrice suggère que l'on pourrait alléger le protocole de soins. Elle utilise des euphémismes. Elle parle de confort, de laisser faire la nature, de dignité. En réalité, elle parle de supprimer les injections de soutien cardiaque. Elle parle de hâter l'horloge. Le plan fixe montre Julien qui s'approche du lit. Il regarde le visage de sa mère avec une curiosité presque scientifique. Il ne cherche pas un signe d'affection. Il cherche des signes de défaillance. La cyanose des lèvres, la pâleur du teint, le râle final. Il ne voit que la peau parcheminée d'une femme qui a bâti un empire immobilier à partir de rien et qui refuse de mourir selon son calendrier à lui. Julien soupire. Il s'assoit dans le fauteuil Louis XV et commence à feuilleter les documents de la succession qu'il a déjà préparés. On entend le froissement du papier, un bruit sec, irritant, qui rythme le silence de la chambre. Éliane commence alors une longue réflexion intérieure, une déambulation mentale dans les couloirs de son patrimoine. Elle pense au compte à Singapour dont Julien ignore l'existence. Elle pense aux clauses de moralité qu'elle a insérées dans ses contrats de fiducie il y a 10 ans, par pure intuition. Elle réalise que ses enfants n'attendent pas sa mort pour la pleurer, ils l'attendent pour consommer ses restes. Elle ressent un froid polaire, non pas celui de la maladie, mais celui de la réalisation. Elle comprend que son dernier souffle est devenu une marchandise cotée en bourse. Béatrice s'approche à son tour, elle prend la main d'Éliane, mais ce n'est pas pour la serrer. Elle vérifie si la bague de fiançailles en diamant est toujours là. Elle fait tourner l'anneau autour du doigt amaigri. Le frottement du métal contre la peau sèche produit un petit cri inaudible. Béatrice murmure que ce diamant irait très bien avec sa robe pour le gala de charité du mois prochain. Elle parle au futur, un futur où Éliane est déjà absente. Elle ne voit pas que les paupières d'Éliane tressaillent. Elle ne voit pas que sa mère enregistre chaque intention, chaque désir de vol. Le soir tombe sur Paris. Les lumières de la ville s'allument, jetant des ombres mouvantes sur les moulures du plafond. Julien et Béatrice décident de partir dîner dans un restaurant chic de la rue de Passy. Ils laissent Éliane seule avec une veilleuse à la lumière vacillante. Ils ont oublié d'appeler l'infirmière pour le tour de 22 heures. Ils pensent que la nuit fera le travail à leur place. Ils pensent bien que l'omission n'est pas un crime, juste une accélération de l'inévitable. Une fois la porte refermée, Éliane ouvre les yeux. La caméra reste verrouillée sur son regard. C'est un regard noir, lucide, chargé d'une volonté que ses enfants ont sous-estimée. Elle tend le bras avec une lenteur extrême. Chaque mouvement est une torture, mais elle ne gémit pas. Elle atteint la table de chevet. Elle ne cherche pas de l'eau. Elle cherche le petit enregistreur numérique qu'elle a demandé à sa femme de ménage fidèle, Maria, de cacher sous le napperon de dentelle. Elle appuie sur le bouton « Stop ». Elle a tout, les discussions sur le retrait des soins, les calculs sur l'assurance vie, les plaisanteries sur son agonie. Elle s'adosse à ses oreillers. Elle ne va pas appeler la police, pas encore. Elle a une meilleure idée. Elle sait que Julien a falsifié sa signature pour obtenir un prêt relais en attendant l'héritage. Elle sait que Béatrice a déjà mis en vente des tableaux qui appartiennent à la fondation et non à la succession privée. Elle va les laisser s'enfoncer. Elle va les laisser croire que vendredi est le jour de leur victoire.
Elle commence à planifier son miracle. Elle va utiliser le peu d'énergie qui lui reste pour réécrire la fin de leur scénario. La nuit est longue. Le tic-tac de la pendule dans le couloir ressemble au compte à rebours d'une bombe financière. Eliane ne dort pas. Elle observe l'ombre du lustre se projeter sur le mur. On dirait une cage. Elle sait que demain, elle devra jouer le jeu de la mourante. Elle devra simuler la faim pour mieux préparer leur chute. Elle ferme les yeux au lever du jour alors qu'elle entend le retour de ses enfants. Ils entrent dans la chambre avec l'espoir de trouver un cadavre. Ils ne trouveront qu'une mère qui a décidé de devenir leur juge. La transaction a commencé, mais le prix ne sera pas celui qu'ils imaginent. Le mercredi matin, l'appartement de l'avenue de Passy semble figé dans une attente fétide. Le soleil traverse les vitraux de la salle de bain, jetant des taches de couleur pourpre et bleue sur le carrelage froid. Eliane est immobile. Sa respiration est devenue un sifflement ténu, une ligne de vie si mince qu'elle semble pouvoir se briser au moindre courant d'air. C'est ce qu'elle veut leur montrer. Elle joue la partition de l'agonie avec une précision de tragédienne. Elle sait que pour que leur trahison soit complète, ils doivent se sentir en totale sécurité. Ils doivent croire que le témoin est déjà mort. Julien entre dans la chambre à pas de loup. Il ne porte plus sa veste. Ses manches de chemise sont retroussées, révélant des avant-bras tendus. Il ne regarde pas sa mère dans les yeux. Il regarde le moniteur cardiaque, un appareil qu'il a lui-même loué pour surveiller la situation mais dont il a discrètement coupé l'alarme sonore la veille. Le silence de la machine est plus terrifiant que ses bips. Julien s'approche de la table de chevet. Il déplace le verre d'eau, le flacon de pilule, le napperon de dentelle. Il cherche quelque chose. Ses doigts tremblent légèrement, un tic nerveux qui trahit l'homme de chiffres confronté à la réalité de la chair. Béatrice apparaît dans l'encadrement de la porte. Elle tient à la main une petite ampoule de verre incolore. Elle n'a pas dormi. Ses yeux sont injectés de sang, ses cheveux sont en désordre. Elle murmure que le banquier a appelé. Le prêt-relais de Julien est arrivé à échéance. Si l'argent de l'assurance vie n'est pas versé avant vendredi soir, la banque saisira leurs propres appartements, ceux qu'ils ont mis en garantie dans une folie spéculative. Pour eux, la survie d'Eliane est devenue une sentence de mort financière. Béatrice tend l'ampoule à Julien. C'est un sédatif puissant, un relaxant musculaire qui, injecté à forte dose dans la tubulure de la perfusion, ralentira le cœur jusqu'à l'arrêt définitif. C'est un acte de miséricorde, chuchote-t-elle. Elle répète ce mot comme un mantra pour étouffer le cri de sa conscience. Miséricorde, miséricorde. La caméra reste fixée sur la main de Julien qui saisit l'ampoule. On entend le petit bruit sec du verre que l'on casse. Crac, le son est amplifié par le silence de la pièce. Julien aspire le liquide avec une seringue. Le mouvement du piston est lent, méthodique. Eliane, sous ses paupières closes, ressent chaque vibration de l'air. Elle sent l'odeur métallique de l'aiguille. Elle sait que c'est le moment. C'est le déclencheur. Ils ne se contentent plus d'attendre sa mort. Ils la fabriquent. Ils vendent son dernier souffle pour sauver leurs meubles, leurs montres et leur standing social. Julien s'approche de la tubulure en plastique qui relie le bras d'Eliane à la poche de soluté. Il cherche le port d'injection. La caméra zoome sur ses doigts. On voit la sueur perler sur son front. Il hésite une seconde. C'est la seconde où il pourrait encore faire marche arrière. Mais Béatrice, derrière lui, pose sa main sur son épaule. Elle ne dit rien, mais la pression de ses doigts est un ordre. Julien insère l'aiguille dans le caoutchouc. Il pousse le piston. Le liquide incolore se mélange au soluté. Il entre dans les veines d'Eliane. Eliane ressent une onde de froid glacé remonter le long de son bras gauche. Elle connaît ce produit. Elle a passé des mois à étudier sa propre pharmacopée. Elle sait qu'elle a environ 10 minutes avant que son rythme cardiaque ne chute dangereusement. Mais elle a aussi prévu la parade. Ce que Julien et Béatrice ignorent, c'est que Maria, la fidèle gouvernante, a remplacé le contenu de cette ampoule la nuit précédente par un mélange de glucose et d'un stimulant cardiaque léger, dissimulé sous une étiquette identique. Le geste de Julien n'est pas un meurtre, c'est une injection de vitalité déguisée en arrêt de mort. Cependant, l'intention de tuer, elle, est bien réelle. Elle est clé gravée dans le silence de la chambre. Julien retire la seringue et la range dans sa poche. Il recule. Les deux enfants restent là, debout au pied du lit, observant le visage de leur mère. Ils attendent que la ligne de vie sur le moniteur s'aplatisse. Ils attendent le silence final. Ils se tiennent la main, non par affection, mais comme deux complices scellant un pacte de sang. Ils restent ainsi pendant de longues minutes, immobiles comme des statues de cire. Le temps semble se dilater. On entend le bruit de la circulation sur l'avenue, le cri d'un oiseau, le monde qui continue de tourner sans se soucier du parricide qui se joue ici. Béatrice finit par rompre le silence.
Elle dit qu'ils doivent sortir. Ils doivent se montrer en public, être vus au café, avoir un alibi solide. Ils sortiront pour le déjeuner et à leur retour, ils découvriront le corps. Ils ont déjà préparé le numéro de téléphone du médecin de famille, celui qui ne posera pas de questions. Ils quittent la chambre, on entend le clic de la serrure. Ils enferment Eliane avec ce qu'ils croient être ses dernières minutes de vie. Le monologue intérieur d'Eliane reprend, plus puissant que jamais. Elle n'éprouve plus de tristesse. La tristesse a été consumée par le froid du liquide dans ses veines. Elle ressent une lucidité terrifiante. Elle pense à la génétique, à la transmission du mal. Elle se demande où elle a échoué pour engendrer des prédateurs aussi médiocres. Elle réalise que leur plus grande erreur n'est pas la cruauté, c'est la précipitation. En voulant gagner 3 jours sur le calendrier de l'assurance, ils ont ouvert la porte de leur propre prison. Elle ouvre les yeux. Ses pupilles sont dilatées par le stimulant. Elle se redresse avec une énergie qu'elle n'avait pas eue depuis des semaines. Elle arrache la tubulure de son bras. Une petite goutte de sang perle sur sa peau blanche. Elle la regarde. C'est un sang qui refuse de s'arrêter de couler. Elle attrape son téléphone caché. Elle ne compose pas le 17. Elle appelle son notaire, maître Villon. Elle lui demande de venir immédiatement avec un témoin assermenté et un médecin légiste indépendant. Elle lui dit que la tentative de meurtre a eu lieu. Elle lui dit que les preuves sont dans la seringue que Julien a jetée dans la poubelle de la cuisine, croyant qu'elle serait emportée par les éboueurs. Elle se lève du lit, elle marche vers la fenêtre. Elle voit la voiture de Julien s'éloigner dans la rue. Elle les regarde partir vers leur déjeuner de célébration. Elle sait qu'ils ont déjà commandé le champagne dans leur tête. Elle retourne vers le miroir de la coiffeuse. Elle regarde son reflet. Elle ne voit plus une victime. Elle voit une revenante. Elle commence à s'habiller lentement avec les gestes d'un prêtre se préparant pour un sacrifice. La robe essaie noire, le regard est d'acier. Le piège est désormais verrouillé, et ce ne sont pas les clés de l'appartement qui sauveront ses enfants. Le restaurant de la rue de Passy est baigné d'une lumière tamisée, une élégance feutrée où le tintement des verres de cristal ressemble à des rires étouffés. Julien et Béatrice sont assis l'un en face de l'autre. Julien a commandé un meursault prestigieux. Le vin brun dans le verre comme de l'or liquide, le même or qu'il s'imagine déjà touché. Béatrice sourit. C'est un sourire étrange, un étirement de lèvres qui ne touche pas ses yeux. Ils parlent à voix basse du futur. Ils planifient les travaux dans la villa de campagne. Ils discutent de la vente des titres. Ils sont convaincus que dans la chambre silencieuse, le cœur d'Eliane a cessé de battre. Ils célèbrent un deuil qui n'a pas encore eu lieu. Soudain, le téléphone de Julien vibre sur la nappe en lin blanc. C'est un message de sa banque. Un message automatique. Son front se plisse. Le texte est son cours. Accès à votre compte principal suspendu pour vérification de conformité. Julien fronce les sourcils. Il pense à une erreur technique, un bug dans le système. Il essaie de se connecter à son application. L'écran affiche un message d'erreur rouge, violent, comme une plaie ouverte. Béatrice reçoit au même instant une notification. Son accès au coffre de la fondation est révoqué. Leurs cartes de crédit, posées sur la table pour payer ce repas de luxe, ne sont plus que des morceaux de plastique sans valeur. La caméra revient dans la chambre d'Eliane. Le plan est identique à celui de l'épisode précédent, mais le lit est vide. Les draps sont froissés, l'oreiller porte encore l'empreinte de la tête de la vieille dame, mais la vie a quitté ce cadre précis. Eliane n'est pas morte. Elle est debout dans le petit salon attenant, celui que ses enfants ne visitaient jamais. Elle est entourée de maître Villon et du docteur Legrand, un légiste dont le visage semble sculpté dans le granit. Sur la table basse, l'enregistreur numérique diffuse en boucle les voix de Julien et Béatrice. C'est un acte de miséricorde, miséricorde. Le son est granuleux, il remplit la pièce d'une vérité insoutenable. Eliane écoute sa propre fin programmée sans ciller. Sa réflexion intérieure est une analyse froide des structures de pouvoir. Elle pense à la fragilité de la finance moderne. Julien et Béatrice ont construit leur vie sur des promesses d'héritage, sur des lignes de crédit adossées à son nom. Ils ont oublié qu'un nom n'est qu'une signature, et qu'une signature peut être retirée. Elle se sent comme un architecte qui regarde son œuvre être démolie par les fondations. Elle ne ressent aucune pitié pour le gâchis. Elle ressent la satisfaction de la symétrie. Ils ont voulu couper son souffle. Elle coupe leur oxygène financier. À 14h30, Julien et Béatrice rentrent à l'appartement. Ils montent à l'escalier avec une lenteur feinte, préparant leur visage de circonstance, leur masque de douleur. Julien ouvre la porte avec une clé qui semble soudain plus lourde. Le silence de l'appartement les accueille. C'est le même silence que le matin, mais il y a quelque chose de différent. Une odeur de cire et de vieux papier a remplacé l'odeur de l'éther.
Il se dirige vers la chambre, le cœur battant, non de tristesse mais d'une excitation macabre. Il pousse la porte. Le lit est fait. Les draps sont tirés impeccables, comme dans une chambre d'hôtel de luxe. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de seringue, il n'y a pas de moniteur cardiaque. Julien s'arrête net, ses yeux parcourant la pièce avec une frénésie animale. Il va vers la salle de bain, vers le dressing. Rien. Il appelle Béatrice. Sa voix déraille, elle monte dans les aigus. Béatrice entre à son tour, elle lâche son sac à main. Le cuir s'écrase sur le parquet avec un bruit sourd. Elle réalise que la réalité vient de se fissurer. La caméra est placée derrière eux, capturant leur désarroi. On voit Julien ouvrir les tiroirs, chercher une trace, une explication. Il trouve alors, posée sur le chevet, une simple enveloppe bleue, la couleur préférée d'Eliane pour sa correspondance officielle. À l'intérieur, il n'y a pas un mot d'adieu. Il y a une capture d'écran de la notification de suspension de ses comptes et une copie du rapport du docteur Legrand mentionnant la tentative d'empoisonnement. En bas de la page, une seule phrase manuscrite : « La miséricorde est une vertu que vous n'avez pas les moyens de vous offrir. » Julien s'effondre sur le fauteuil Louis XV. Il comprend que le piège s'est retourné. Il essaie d'appeler son contact à la banque, mais son téléphone affiche désormais « réseau non disponible ». Eliane a résilié tous les abonnements familiaux dont elle payait les factures. Ils sont coupés du monde, dans cet appartement qui appartient encore à leur mère, mais dont les serrures ont été changées électroniquement pendant leur déjeuner. Ils sont enfermés à l'intérieur d'un musée de leur propre trahison. Béatrice commence à hurler. Elle accuse Julien d'avoir mal fait, l'injection. Elle l'accuse d'avoir été trop lent. Elle perd toute contenance, ses traits se tordent dans une grimace de haine pure. Elle commence à briser les bibelots sur la cheminée. Elle veut détruire ce qu'elle ne peut plus posséder. Julien ne bouge pas. Il regarde ses mains, celles qui ont tenu la seringue. Il réalise que pour la loi, il est déjà un meurtrier en intention, et pour sa mère, il est déjà mort. Eliane, depuis le bureau de son avocat à l'autre bout de la ville, regarde les flux de données. Elle voit les tentatives désespérées de connexion. Elle voit l'effondrement des actifs de Julien sur le marché secondaire. Elle boit un verre d'eau lentement. Elle pense au prochain mouvement. Elle sait que la police frappera à la porte de l'avenue de Passy dans moins d'1 heure. Elle a décidé de leur laisser ce temps de latence, ces 60 minutes d'incertitude totale, car elle sait que l'attente du châtiment est souvent plus cruelle que le châtiment lui-même. Elle observe le ciel de Paris par la fenêtre. Le gris de la Seine reflète son humeur. Le jeu n'est plus de survivre, il est de voir jusqu'où ils sont capables de descendre pour essayer de sauver ce qui reste de leur arrogance. L'appartement de l'avenue de Passy n'est plus un sanctuaire de la haute bourgeoisie, c'est un bocal de verre où 2 prédateurs s'essoufflent. Il est 16 heures. La lumière décline, projetant de longues ombres déformées sur les boiseries en acajou. Le silence est désormais haché par le bruit de la respiration saccadée de Julien. Il est assis à même le sol, dans le couloir, le dos appuyé contre la porte de la chambre vide. Il tient toujours l'enveloppe bleue entre ses doigts. Le papier est froissé, humide de sa sueur. Il regarde le vide. À l'autre bout du couloir, Béatrice fait les 100 pas. Elle a retiré ses chaussures de luxe. Elle marche pieds nus sur le parquet froid, un bruit de peau qui colle au vernis. Ploc, ploc, ploc. La caméra est verrouillée à l'extrémité du couloir, créant un effet de tunnel oppressant. On voit les 2 frères et sœurs s'éviter du regard. L'alliance du matin, scellée par le crime, s'est évaporée pour laisser place à une méfiance animale. Béatrice s'arrête brusquement. Elle se tourne vers Julien. Sa voix est un sifflement acide. Elle lui rappelle que c'est lui qui a poussé le piston. Elle lui rappelle que c'est lui qui a insisté pour l'assurance vie. Elle commence à construire sa défense, sa propre version des faits, où elle ne serait qu'une spectatrice impuissante, une sœur manipulée par un frère aux abois financièrement. Elle parle déjà comme si elle était devant un juge, testant ses mensonges sur le silence de Julien. Julien ne répond pas tout de suite. Il se lève lentement. Ses mouvements sont lourds, comme s'il portait le poids de toute la demeure sur ses épaules. Il regarde Béatrice avec un mépris froid. Il lui rappelle que c'est elle qui a apporté l'ampoule. Il lui rappelle qu'elle a passé des heures à calculer la part des bijoux. Il rit un rire sec sans joie, qui résonne sinistrement dans l'appartement vide. Il sait que si le navire coule, ils couleront ensemble. Mais Béatrice ne l'entend pas ainsi. Elle cherche une issue. Elle court vers la porte d'entrée, elle tire sur la poignée. La porte est restée bloquée par un verrou électronique que seul le système central, contrôlé par Eliane, peut actionner. Ils sont prisonniers de leur propre théâtre. Dans son esprit, Eliane observe cette scène à travers les caméras de sécurité qu'elle a fait installer discrètement lors de sa fausse convalescence. Sa réflexion est une analyse de la lâcheté humaine. Elle voit ses enfants se déchirer comme des rats dans une cage dorée.
Elle pense à la nature de la loyauté. Elle comprend que la loyauté de Julien et Béatrice n'était qu'un dérivé de leur intérêt personnel. Une fois l'intérêt disparu, il ne reste que la peur et la trahison mutuelle. Elle se demande comment elle a pu croire pendant des années que la politesse des dîners de famille était de l'affection. Elle réalise que le luxe est un anesthésiant puissant qui cache la laideur de l'âme jusqu'à ce que la douleur devienne insupportable. Soudain, le téléphone fixe de l'entrée sonne. Le son est brutal, archaïque. Julien se précipite. Il décroche, espérant une erreur, un secours. Ce n'est pas Eliane, c'est la voix de Maître Villon, calme, professionnel, presque cordial. Il annonce à Julien que la police est en route. Il précise que les enregistrements de la matinée ont été transmis au procureur, mais il ajoute une information qui fait basculer la scène. Le pré-relais de Julien a été racheté anonymement par une société holding. Cette société exige le remboursement intégral sous 60 minutes, sans quoi une procédure de saisie conservatoire sera lancée sur tous ses biens personnels, y compris les comptes qu'il pensait avoir cachés à l'étranger. Eliane ne veut pas seulement les voir en prison. Elle veut les voir ruinés, nus, dépossédés de chaque centimètre de leur identité sociale. La panique s'installe. Béatrice commence à fouiller les tiroirs du bureau d'Eliane, cherchant désespérément de l'argent liquide, des titres au porteur, n'importe quoi pour acheter son départ ou payer un avocat de l'ombre. Elle jette les papiers au sol, déchire les reliures de cuir des livres anciens. La chambre devient un champ de débris. Julien, lui, retourne dans la cuisine. On entend le bruit des tiroirs que l'on ouvre violemment. Il cherche la seringue. Il veut faire disparaître la preuve physique. Mais la poubelle a été vidée. Maria, la gouvernante, est passée par là pendant leur déjeuner. Il n'y a plus rien. Le crime est parfait, non pas parce qu'il a réussi, mais parce qu'il a laissé des traces indélébiles que seule la victime possède désormais. Julien revient dans le salon. Il voit Béatrice essayer d'arracher un tableau de son cadre, un paysage d'automne calme et immobile. Il s'approche d'elle. Il lui saisit le bras. Le plan fixe montre la lutte silencieuse entre les deux enfants au milieu du salon dévasté. Ils se battent contre pour une toile qu'ils ne pourront jamais vendre. C'est l'image de leur existence. Une lutte pour des lambeaux de prestige dans une maison qui les a déjà rejetés. La haine entre eux est devenue physique. Ils se griffonnent, se bousculent, renversent un vase de Sèvres qui se brise en 1000 morceaux sur le tapis. Le son de la porcelaine brisée est le point final de leur fraternité. Le monologue intérieur d'Eliane se poursuit. Elle regarde l'heure. 17 heures. Le soleil est maintenant derrière les immeubles d'en face. L'appartement est plongé dans une lumière pourpre, la couleur du vin et du sang. Elle pense à la justice. Les hommes penseront que la justice est un tribunal. Elle sait que la justice est un miroir. Elle leur a simplement tendu le miroir de leurs propres désirs. Ils voulaient compter son argent sans elle, ils auront son absence avec leurs dettes, ils voulaient pas, voilà sa mort, ils vivront la mort de leur confort, ce qui est pour eux une agonie bien plus longue. On entend au loin le son d'une sirène. Ce n'est pas encore pour eux, c'est juste le bruit de Paris. Mais pour Julien et Béatrice, chaque son devient une agression. Ils s'arrêtent de se battre. Ils se regardent, essoufflés, dépeignés, les vêtements déchirés. Ils réalisent banco l'absurdité de leur situation. Ils sont dans l'un des appartements les plus chers du monde, entourés de millions d'euros d'art, et ils ne peuvent même pas s'acheter un billet de métro. Le piège est total. Les enjeux ont changé. Il ne s'agit plus de gagner, il s'agit de décider qui sera le premier à dénoncer l'autre pour obtenir une réduction de peine. La trahison finale est en marche. Elle n'aura pas lieu contre la mère, mais entre les complices. La caméra reste fixée sur leurs visages décomposés, alors que la première véritable sirène, plus proche, plus stridente, commence à déchirer le silence de l'avenue. Il est 17h30. La lumière du crépuscule, d'un oranger maladif, s'étire sur les murs dévastés du salon. La villa de l'avenue de Passy semble avoir vieilli d'un siècle en quelques heures. Julien est recroquevillé dans un coin, près du buffet massif dont il a forcé la serrure pour y trouver, en vain, quelques pièces d'or ou des liquidités cachées. Il ne trouve que des factures de soins, des rapports médicaux et des photos d'enfance qu'il piétine sans même les regarder. Béatrice est assise au milieu du désordre, les yeux fixes, les mains tachées de la poussière des vieux dossiers qu'elle a éventrés. Le silence est désormais si lourd qu'on entendrait presque le battement des horloges dans les appartements voisins. La caméra est verrouillée sur le seuil de la porte. Soudain, le bruit du verrou électronique retentit. Un clic sec, définitif. La porte d'entrée s'ouvre lentement. Ce n'est pas Eliane qui entre. Ce sont 4 hommes en uniforme sombre, accompagnés de Maître Villon. Leurs pas sur le parquet ciré produisent un son de marche militaire. Julien ne tente même pas de se lever. Il lève simplement les mains,
un geste de reddition automatique, comme un animal habitué au fouet. Béatrice, elle, laisse échapper un rire nerveux, un son qui se brise dans sa gorge. Elle essaie de réajuster son chemisier, de retrouver une once de cette dignité qu'elle a vendue pour une ampoule de sédatif. Les policiers ne crient pas. Ils agissent avec une efficacité chirurgicale. Ils informent Julien et Béatrice de leur placement en garde à vue pour tentative d'homicide volontaire avec préméditation sur une personne vulnérable. Le mot préméditation semble flotter dans l'air comme une sentence de mort. Maître Villon s'approche de Julien. Il ne lui accorde aucun regard de compassion. Il dépose sur la table basse un document officiel, l'ordre de saisie immédiate de tous les biens mobiliers et immobiliers des deux enfants. Eliane a activé les clauses de déchéance de toute donation passée. Ils ne sont plus seulement des suspects, ils sont techniquement et juridiquement des indigents. Le plan fixe montre Julien alors qu'on lui passe les menottes. Le métal brille contre ses poignets. Il regarde autour de lui, ce luxe qu'il a tenté d'arracher par le crime, et il réalise que rien de tout cela ne lui a jamais appartenu. Il n'était qu'un locataire de la générosité de sa mère. Béatrice est emmenée à son tour, elle crie qu'elle a faim, qu'elle veut son avocat, qu'elle est la victime de la folie de son frère. Sa voix s'étouffe dans le couloir de l'immeuble. La caméra reste dans le salon vide, capturant l'instant où la porte se referme, laissant derrière elle les débris d'une vie de faux-semblants. Eliane observe leur départ sur une tablette numérique depuis la terrasse d'une clinique privée sur les hauteurs de la ville. Sa réflexion intérieure est une plongée dans l'abîme du silence. Elle pense à la sensation de la seringue pénétrant le plastique du tube. Elle pense au fait que ses propres enfants ont chronométré son agonie pour une question d'échéance bancaire. Elle ne ressent pas de soulagement. Elle ressent une vacuité immense, la réalisation que son sang a nourri des monstres de papier. Elle comprend que le fond n'est pas la prison. Le fond, c'est ce moment précis où l'on réalise que l'on est absolument seul, détesté par celle-là même qui nous a donné la vie. Elle regarde le soleil disparaître derrière les toits. Elle sait que ce soir, Julien et Béatrice dormiront sur des matelas de plastique, dans l'odeur du désinfectant et de la peur. Ils n'auront plus accès aux meursault, aux draps en fil de soie, aux promesses de luxe. Ils auront pour seule compagnie leur propre conscience, ce miroir brisé où ils ne verront plus que des meurtriers ratés. Elle réalise que la plus grande torture pour eux ne sera pas l'enfermement, mais le souvenir constant de ce qu'ils ont perdu par simple impatience. Ils ont vendu leur mère pour gagner 3 jours, et ils ont gagné une éternité de honte. Le monologue de la vieille dame se termine sur une certitude mathématique. Elle a déjà donné l'ordre de vider l'appartement. Les tableaux de maître seront donnés à des musées, les bijoux seront fondus et l'appartement de l'avenue de Passy sera mis en vente au profit d'une œuvre caritative pour les personnes âgées isolées. Elle efface leur héritage avant même qu'ils n'entrent dans leurs cellules. Elle les prive non seulement de leur futur, mais aussi de leur passé. Dans les registres de sa vie, ils ne sont plus des enfants. Ils sont des erreurs de gestion qu'elle vient de solder. La caméra revient une dernière fois dans l'appartement, plongé dans le noir. On voit l'ombre des scellés de police sur la porte. Un courant d'air fait bouger un rideau. C'est le seul mouvement dans ce mausolée de la cupidité. Le tout est perdu est total. Julien n'a plus de compte en banque, Béatrice n'a plus de nom, et aucun des deux n'a plus de mère. Ils sont au fond de l'abîme, et il n'y a plus aucune corde pour les remonter. Le silence de la nuit parisienne recouvre tout, froid et indifférent comme le regard d'Eliane. 1 an a passé. Le temps a agi comme un filtre purificateur, lavant l'avenue de Passy de la souillure de la trahison. L'appartement aux moulures dorées a été vendu. Il n'appartient plus à la lignée des Beaumont. La caméra est posée sur un trépied, immobile, dans le petit cimetière de Passy, où la lumière de printemps fait briller les stèles de marbre. Le silence ici n'est pas celui de la mort, mais celui du repos. Eliane Beaumont est assise sur un banc de pierre, face à la tombe de son époux. Elle n'est pas en noir, elle porte un ensemble de lin blanc, une couleur qui capte chaque rayon du soleil. Julien et Béatrice ont connu une chute dont on ne se relève pas. La justice a été d'une lenteur méthodique, broyant leurs défenses une à une. Julien a été condamné à 7 ans de prison ferme pour tentative d'assassinat. On le voit, dans un plan fixe et froid, assis dans une cellule grise. Ses mains, autrefois soignées, sont couvertes d'eczéma nerveux. Il passe ses journées à fixer le mur, à recalculer sans cesse les chiffres d'une assurance-vie qu'il ne touchera jamais. Il est devenu l'ombre d'un comptable, un homme qui compte les minutes de sa propre peine. Béatrice, condamnée à 5 ans, a sombré dans une dépression profonde. Elle est internée dans l'aile psychiatrique d'une prison pour femmes, convaincue que les murs lui murmurent encore le mot « miséricorde ».
Eliane ne leur rend pas visite. Elle n'a pas envoyé de lettre de pardon. Elle a compris que le pardon est un poison quand il s'adresse à ceux qui ne cherchent que le profit. Sa réflexion intérieure est désormais apaisée. Elle pense à la notion de dernier souffle. Elle réalise que ses enfants n'ont jamais compris la valeur de ce souffle. Pour eux, c'était un indicateur boursier. Pour elle, c'est l'air frais qu'elle respire aujourd'hui, libérée de l'obligation d'aimer des êtres qui ne la voyaient que comme un coffre-fort de chair. Elle se sent légère, comme si elle avait enfin déposé un fardeau de plusieurs tonnes au bord de la route. La caméra reste verrouillée sur le visage d'Eliane. Ses traits sont apaisés, ses rides semblent être les marques d'une sagesse retrouvée plutôt que celle de la souffrance. Elle a utilisé sa fortune pour financer des bourses d'études pour des orphelins, créant ainsi une descendance de l'esprit à défaut d'une descendance du sang. Elle a effacé Marc et Béatrice de son testament de manière chirurgicale, ne leur laissant que le strict minimum légal, qui sera immédiatement saisi par l'État pour payer les frais de justice et les amendes. Ils n'auront rien, pas même le souvenir d'un luxe qu'ils ont profané. Le soir tombe sur le cimetière. Eliane se lève, ses mouvements sont lents mais assurés. Elle ne s'appuie plus sur une canne. Sa volonté est devenue son propre soutien. Elle marche vers la sortie, sans se retourner. On entend le bruit de ses pas sur le gravier, un son sec et régulier. C'est le son d'une femme qui a repris possession de son temps. Elle sait que ses jours sont comptés, comme ceux de tout le monde, mais elle sait aussi que son dernier souffle lui appartiendra totalement. Il ne sera pas vendu, il ne sera pas négocié. Il s'éteindra un jour, dans la paix d'une chambre choisie, entourée de livres et de silence. La caméra effectue un dernier panoramique très lent sur l'appartement vide de l'avenue de Passy, désormais en travaux. Les nouveaux propriétaires retirent les boiseries anciennes. Ils ouvrent les fenêtres pour laisser entrer l'air neuf. On n'entend plus le tic-tac oppressant des horloges. On entend le chant des oiseaux et le bruit de la vie qui reprend ses droits. Les Beaumont ne sont plus qu'un nom dans un dossier judiciaire poussiéreux, une note de bas de page dans l'histoire de cette demeure. L'épilogue se conclut par une image d'Eliane, de dos, marchant le long de la Seine. Le fleuve coule, imperturbable, emportant avec lui les cendres des ambitions dévastées. La morale n'est pas dans la punition, elle est dans la vérité. La vérité est que l'on ne possède que ce que l'on respecte. Julien et Béatrice n'ont rien respecté, ils n'ont donc rien conservé. Eliane a respecté sa propre vie, elle a donc regagné sa liberté. Le plan devient flou, la lumière sature l'écran, et le silence final s'installe définitif, froid et majestueux. La chronique du meurtre manqué est terminée. La victime est la seule survivante d'un naufrage qu'elle a elle-même orchestré pour ne pas être noyée par les siens.